Maintenant, on va plonger un peu plus dans le cœur de Linux, puis voir un peu de quelle façon le noyau est construit. Donc, ce qu'il faut savoir de Linux, c'est que Linux, c'est un noyau qu'on dit monolithique. Donc, c'est un gros programme qui s'exécute en mode privilégié. Donc, tout est intégré dans ce programme-là. Quand même, c'est modulaire à l'intérieur. Le code est fait de façon très modulaire, mais le résultat, c'est un gros binaire. Donc, il s'exécute en mode privilégié. Puis ça, ça va dans la tradition des noyaux Unix des années, les premiers noyaux Unix des années 70-80 étaient faits de cette façon-là. Donc, vous pouvez voir ça comme étant un seul processus avec un espace mémoire partagé. Donc, l'ensemble de la mémoire du noyau est partagé par tous les modules du noyau. Puis, la communication entre les composantes, ça fait simplement par des appels de fonctions. Donc, on va appeler une fonction d'un autre élément du noyau, d'un autre module. La fonction va être appelée directement, c'est une fonction C, et voilà. Puis ça, c'est en opposition avec les micro-noyaux. Donc, les micro-noyaux, c'est une approche qui est, comme on peut dire, plus moderne, hein, qui a été développée dans les années 80. L'idée, c'est d'avoir, au lieu de faire un gros noyau monolithique dans un seul processus, on veut plutôt séparer les différentes fonctionnalités en des processus distincts qu'on appelle des serveurs. Ce pas des serveurs physiques ou des serveurs TCP/IP, c'est vraiment à l'intérieur du noyau. On va avoir des serveurs. Puis, tous ces serveurs-là vont s'exécuter en mode usager. Donc, ils ne seront pas dans le mode super utilisateur. Il y a seulement les fonctionnalités absolument essentielles qui vont être dans le micro-noyau qui va s'exécuter en mode privilégié. L'idée, c'est d'avoir finalement plusieurs petits processus qui font des fonctionnalités de base du noyau, puis qui sont isolés les uns des autres. Puis la communication ici, au lieu de se faire par appel de fonction, se fait par passage de messages. Donc, chaque serveur a un espace mémoire distinct et échange l'information par des messages qui sont transférés de l'un à l'autre. L'intérêt par ça, c'est de dire, par exemple, si un serveur échoue, un pilote, si on peut avoir une implémentation d'un pilote d'imprimante, puis il s'avère que l'implémentation fournie elle a des bugs. Dans certains cas, le pilote fait une mauvaise opération, il va corrompre la mémoire. Mais dans une approche par micro-noyau, ce qui risque d'arriver, c'est que le pilote va corrompre sa mémoire ou va tenter d'accéder à de la mémoire externe, puis il va être intercepté, puis le serveur va échouer. Possiblement qu'il va avoir un arrêt, il va avoir l'équivalent d'un segmentation fault, comme on dit en Unix. Donc, si ça échoue, bien, le reste du noyau reste fonctionnel. Donc, il n'y aura pas de souci. Le pilote de l'imprimante ne fonctionnera plus, mais le reste du noyau, lui, va fonctionner. Par opposition à un noyau monolithique où là, un pilote erroné risque de corrompre l'ensemble euh, de l'espace mémoire du noyau, puis ça, ben, c'est mortel, ça va faire en sorte que la machine va bloquer. Cependant, avec des micro-noyaux, il y a des surcoûts qui sont non négligeables. Donc, le passage de messages, ça implique des copies de données en mémoire, souvent 2 copies au minimum, ce qui est coûteux. Puis, le changement de mode d'exécution entre le mode utilisateur et le mode euh, entre le mode privilégié, le mode administrateur, et dans le noyau en soi, dans le micro-noyau, et les serveurs qui sont en mode utilisateur, ça coûte quelque chose. Donc, c'est un changement de processus. Donc, ça engendre quand même des surcoûts assez importants. C'est pour ça que les serveurs dans les systèmes d'exploitation avec micro-noyaux, donc on pense à Windows NT là, qui se reflète jusqu'en Windows 10. Les Windows depuis Windows Vista, je pense, c'était basé sur NT. Donc, tous les Windows récents des 15 dernières années sont basés là-dessus. Mac et MACH, le noyau à la base de macOS, de iOS, donc tous les téléphones, les iPhones, les iPads sont basés sur MACH. Mais ça, c'est des noyaux, des micro-noyaux. Mais pour éviter certains surcoûts, euh, il s'exécute pas mal en mode privilégié. Donc, des serveurs ou les serveurs, selon, des fois c'est certain, des fois c'est tous les serveurs, fonctionnent en mode privilégié parce que les surcoûts de changement sont trop importants. Donc, on fait un compromis entre le design le plus clean et le plus aussi avec les principes les plus forts versus la performance. C'est quand même assez pragmatique comme compromis.
Donc, pour comparer les deux ici, on voit à gauche un noyau monolithique comme Linux. Fait que là, on voit qu'on a les applications en haut, donc une application qu'on voit ici en, en or, finalement, en or ici. Mais on fait un appel système. Aussitôt qu'on fait un appel système, on passe en bleu au mode noyau, mode privilégié, et tout se fait dans le noyau. Donc, le système de fichiers ici, l'ordonnanceur, la mémoire virtuelle, les pilotes et tout ça fonctionne en mode noyau. Puis le matériel en bas, bien, il est là. Ça, c'est sûr qu'on ne s'en passe pas. Il fait vraiment, le système d'exploitation fait l'interface avec le matériel. Alors que dans des micro-noyaux, à la Unix, on voit que là, l'application, mais également les serveurs, les pilotes de périphériques, serveurs pour les fichiers, serveurs Unix en général, bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire ici, mais c'est des éléments de Unix, et l'application sont tous en mode utilisateur et ils échangent avec la base. La base, c'est vraiment communication entre les processus, mémoire virtuelle, ordonnancement. Donc ici, c'est des éléments de base qui ne peuvent pas être transférés dans des serveurs, mais le reste, système de fichiers, puis euh, les, les, euh, les pilotes et tout ça, ben, peut rouler dans des serveurs indépendants. Linux a certaines caractéristiques. D'abord, ce qui est intéressant dans Linux, c'est qu'on peut charger dynamiquement des modules. Donc, même si c'est un gros programme monolithique, il s'avère qu'il y a des fonctionnalités qui ont été développées pour permettre d'ajouter du code à la volée et de télécharger du code aussi. Puis ça, c'est très intéressant parce que ça offre des fonctionnalités d'ajout, de plug and play qui sont désirables. Les autres noyaux Unix, les autres noyaux Unix monolithiques, on peut dire, qui datent des années 70-80, il s'avère que les pilotes de périphériques devaient être compilés avec le noyau. Puis si on s'interfaçait avec un périphérique nouveau qu'on n'avait pas vu préalablement, on ne pourra pas l'utiliser tant que le code correspondant au pilote ne soit pas intégré au code du noyau, puis qu'on refasse une compilation à nouveau du noyau. Et donc, ce n'est pas vraiment gérable, pas vraiment acceptable. Puis également, Linux, vu que ça fonctionne dans un environnement avec des systèmes, des ordinateurs personnels où il y a des milliers, des millions, quasiment, des milliers, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de périphériques possibles. Bon, on ne veut pas avoir un pilote pour chacun, on va pas avoir des pilotes pour des familles de périphériques, mais ça nous donne des centaines, des milliers de périphériques, de pilotes qu'on doit avoir implémentés. On ne veut pas compiler notre noyau avec ces centaines, milliers de pilotes-là directement. Ce qu'on veut faire, c'est dire si on branche un périphérique dans le port USB qui est un peu plus rare, une caméra par exemple, on veut que Linux aille chercher le pilote à la bonne place et le charge dynamiquement. Donc, on ne veut pas que ça soit présent dans le noyau, on veut que ce soit un élément supplémentaire qu'on peut ajouter au noyau. Et donc, le chargement dynamique de module permet ça. Vous allez voir, on va en parler plus en détail la prochaine présentation, parce que c'est quand même une mécanique qui est très pertinente pour implémenter des pilotes. Aussi, Linux a été développé pour supporter des architectures avec plusieurs processeurs. Au début, ce n'était pas vraiment bien supporté, mais il y a eu des gros efforts qui ont été faits au fin des années 90, début 2000 pour supporter plusieurs processeurs. Puis maintenant, avec les ordinateurs qui possèdent plusieurs corps, 4, 8, 16 corps sur le processeur, c'est incontournable. Donc, traditionnellement, les anciennes implémentations de Unix ne supportaient pas ça parce que ce n'était pas si fréquent aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, le multiprocesseur est répandu, est omniprésent. Un autre élément intéressant dans Linux, c'est que c'est un noyau qui est préemptif, qui permet de préempter certaines tâches dans le noyau. Donc, les tâches peuvent être arrêtées pour faire des traitements critiques. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir des parties du noyau qui sont préemptibles. Aussi, il n'y a pas vraiment de différence entre les processus et les threads. C'est dans la configuration de cette chose-là, mais dans le fond, un thread est un processus dans Linux. C'est juste qu'un thread est attaché à d'autres threads d'un même processus qui partagent un espace mémoire. Alors qu'un processus partage par défaut pas son espace mémoire avec d'autres processus.
Et donc, au niveau de l'ordonnancement, chaque thread est vu comme étant un élément à traiter par le noyau directement. Donc, les distinctions de processus et threads se font beaucoup, presque uniquement au niveau de la configuration du partage mémoire. Et donc aussi, un modèle orienté objet des périphériques et des dispositifs. Donc, on peut faire des connexions à chaud, système de fichiers dans l'espace utilisateur. C'est tous des éléments intéressants qui ont été développés, qui font en sorte que Linux quand même développe des fonctionnalités qu'on retrouve dans Windows et dans macOS, puis le supporte quand même bien. Donc, comparativement aux vieux Unix qui sont peut-être moins orientés vers ça. Puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ignore certaines fonctionnalités de Unix qui sont considérées comme étant mal conçues. Par exemple, Streams, qui est une architecture de communication entre le noyau et les entrées-sorties, est considérée comme étant pas bien fait, pas vraiment utile, qui est quand même peu utilisé maintenant. Dans Linux, ce n'est pas implémenté tout simplement, juste parce que même si c'est Unix, ce n'est pas quelque chose qui est valorisé, qui est vu comme étant désirable, puis donc ça n'a jamais fait son chemin dans le noyau Linux.